On continue à parler business pour ce second reportage. Le marché du halal ne semble pas prêt de s'essouffler. En France, l'an dernier, il a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros, en hausse de 10% sur un an. Quand on évoque le halal, on pense surtout aux boucheries et à l'industrie agroalimentaire. Mais depuis quelques années, une niche est en train de se développer, le halal de luxe. Ce marché a été investi par des grandes marques. Objet de polémique, il concerne la haute couture, les cosmétiques, le tourisme, la gastronomie ou encore, vous allez le voir, des produits plus inattendus comme le vin, le champagne halal ou encore le jambon halal. Halal de luxe, c'est tout de suite dans Média Investigation. Paris, avenue des Champs-Élysées. De l'Arc de Triomphe à l'avenue Montaigne, nous sommes ici au cœur du triangle parisien. Un symbole de l'élégance à la française. Ici, tout n'est que luxe et consommation, pour le plus grand plaisir des touristes de toute origine. Toutes les grandes marques sont représentées. Parmi elles, Dolce & Gabbana. La griffe italienne a beaucoup fait parler d'elle en France au printemps 2016. Et ce n'était pas pour sa collection printemps-été, mais plutôt pour ça. Une collection de abaya, des vêtements dits islamiques, griffés haute couture. En France, l'association des deux mots mode et islamique a fait bondir certains, dont la ministre du droit des femmes, Laurence Rossignol, jusqu'au dérapage. Bien sûr que ça me choque, parce que quand on enferme le corps des femmes sous des vêtements qui vont des orteils jusqu'au bout des doigts, l'enfermement global n'est pas loin pour elles derrière. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Si en France, les mannequins voilés de Dolce & Gabbana ont fait débat, certains appelant même au boycott de la marque, chez les voisins britanniques, l'ambiance est tout autre. Car en Grande-Bretagne, de plus en plus de marques s'adressent à des clientes musulmanes et voilées. Dans ce spot H&M, la mannequin anglaise d'origine maroco-pakistanaise Maria Idrissi prend la pose avec son voile. Et chez Uniqlo, c'est Anna Tajima, créatrice britanno-japonaise, elle aussi voilée, qui signe une collection spéciale printemps-été 2016. Mais ils ne sont pas les premiers à investir cette nouvelle niche. En 2014 déjà, la marque américaine Dekenai sortait une collection spéciale Ramadan pour le marché arabe. Elle sera imitée l'année suivante par les Espagnols Mango et Zara, campagne promotionnelle à l'appui. Il faut dire que le marché dit de la mode islamique est aussi florissant que prometteur. De 234 milliards d'euros en 2013, il pourrait doubler et atteindre en 2019 les 426 milliards. La France aussi a sa griffe halal haut de gamme. Mais pour Hélène et Malika, les deux créatrices de fringadines, qui travaillent entre Londres et Paris, pas question de parler de mode islamique, mais plutôt de modeste fashion. Nous les avons contactées par téléphone pour qu'elles nous parlent de leur marque et de ce nouveau style dont elles s'inspirent. En fait, en France, on l'a caricaturé à de la mode islamique. D'accord. Alors que cette mode, elle existe depuis pas mal d'années. Il suffit d'aller de l'autre côté de la Manche ou traverser l'Atlantique. La modest fashion est bien implantée. Elle est au Brésil, aux États-Unis, dans les communautés juives, chrétiennes, et elle ne concerne pas que les femmes musulmanes. Une modeste fashion made in France et qui s'adresse à des femmes citadines et actives sans distinction de confession. On a lancé une marque de vêtements qui correspond à nos goûts et à nos codes vestimentaires. Nous sommes de confession musulmane et on souhaitait créer des vêtements dans lesquels on se sentirait à l'aise, libre et en paix avec nous-mêmes. La grande majorité de notre clientèle est de confession musulmane, mais on commence à compter d'autres femmes qui ne le sont pas. En général, nos produits sont à majorité composés de fibres naturelles. On trouve du coton, on trouve du tencel, c'est une matière écologique, on trouve du lin. Et c'est aussi ce qu'on a envie de proposer à nos clientes. On travaille avec des artisanes couturières parce que pour nous c'est important finalement qu'on retrouve ce savoir-faire français dans les produits que nous proposons à nos clientes. Ce sont des pièces, nos vêtements sont fabriqués en petites séries pour finalement permettre l'exclusivité, un produit haut de gamme à nos clientes. Des vêtements pensés par des musulmanes voilées,
mais qui peuvent être portés par des femmes qui ne le sont pas. C'est la base du modest fashion. À cela s'ajoute un cachet occidental qui séduit nombre de femmes européennes et musulmanes. Il ne s'agit plus de s'habiller comme dans la tradition arabo-musulmane, mais de réinventer un vêtement à leur image. Ces nouveaux styles de vie des musulmans européens et leurs nouveaux modes de consommation, la sociologue Nirufel Golé les a étudiés lors d'une enquête de terrain menée dans différents pays européens. Avant, on parlait des migrants. Et aujourd'hui, on parle des musulmans. C'est déjà donc une manière de se distancier par rapport à leur pays d'origine, ethnique, etc. Et il y a une affirmation, à mes yeux, beaucoup plus importante, beaucoup plus consciente dans les pays européens où ils vivent. Donc ils se sentent européens, ils se sentent français, ils se sentent italiens, allemands, britanniques. Mais il y a aussi cette aspiration de se faire distinguer un petit peu par un usage, disons, des références à l'islam. Et justement, c'est ce qui m'a intéressé le plus. C'est un islam qui aussi se libère, je dirais, de la domination ou du joug de l'islam des pays à majorité musulmane. Ce qui m'a intéressé, c'est pas comment cet islam est fabriqué, façonné par le haut, par les États, mais comment c'est réinventé dans les pratiques de tous les jours, dans la vie ordinaire, par les musulmans eux-mêmes. Par exemple, l'idée de halal, la notion du halal. C'est pour répondre aux besoins de ce nouveau marché que la journaliste Jehan Lazraktoub a créé l'agence Confluence, spécialisée en communication multiculturelle. Pour elle, il s'agit moins de halal que d'un style de vie musulman. En réalité, c'est plus un lifestyle que du halal en tant que tel. Parce que quand on parle de halal, on pense souvent à la question de la viande ou de l'alimentation. Mais c'est plus un lifestyle musulman où les gens veulent avoir des services ou des produits qui correspondent à leur éthique dans différentes phases de leur vie. Que ce soit sur la question des femmes et des vêtements, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la question des loisirs, de la culture. Et dans tous ces services-là, il y a des entrepreneurs qui proposent des services et des produits à vendre. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un halal haut de gamme aujourd'hui? Je dirais qu'on n'y est pas vraiment encore. On ne peut pas parler de halal haut de gamme. Je pense qu'on est vers des services et des produits à destination des musulmans et notamment des Français de confession musulmane qui sont beaucoup plus qualitatifs. Vraiment, il y a une émergence aujourd'hui dans le secteur économique du halal et de la part notamment des consommateurs qui veulent des produits beaucoup plus qualitatifs et notamment beaucoup plus sains. On parle souvent de halal et tayyib, ça veut dire halal et sain. Comme aujourd'hui il y a l'émergence du bio, il y a une émergence du halal et du bio qui vont ensemble et c'est vraiment un phénomène qui est en train de se consolider. On ne parle pas de luxe. Moi je pense qu'aujourd'hui le luxe reste principalement à destination des musulmans, des pays du Golfe ou du Moyen-Orient. Et si jamais il existe en France, c'est principalement à destination des touristes de l'avenue des Champs-Élysées. Retour sur cette fameuse avenue des Champs-Élysées. C'est ici, au milieu des grandes enseignes de luxe françaises et étrangères, que vient d'ouvrir Asna Cosmétiques, une boutique au concept inédit en France. Il s'agit de la première boutique française spécialisée dans la beauté halal. Mais que signifie la cosmétique halal? Alors halal, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de graisse d'animal, il n'y a pas de graisse de porc, il n'y a pas d'alcool dedans. En fait, c'est des produits à base de minéraux, des extraits de plantes, à base naturelle. Voilà, donc ça intéresse plus les femmes parce qu'en fait, au moins, ils savent maintenant, ils mettent quoi sur leur visage. Des produits importés essentiellement de Turquie, mais aussi du Portugal, comme le vernis à ongles halal. Puisqu'on est en fait sur les champs, donc on reçoit beaucoup en fait des Moyen-Orient, des Saoudiennes, des Qatariennes et tout ça. Et aussi, on a beaucoup en fait des femmes maghrébines en fait qui sont nées ici, ils sont musulmanes et avant en fait ils ramènent leurs cosmétiques quand ils partent en voyage, par exemple au Moyen-Orient ou bien en fait de pays de Maghreb et tout ça. Maintenant, il y en a ici, donc ils sont contentes et ils viennent, ils achètent et on reçoit aussi des Françaises, des Russes. C'est pas en fait le graisse de porc et les graisses d'animal en fait qui s'intéressent. En fait, ils s'intéressent parce qu'en fait nos produits ils sont à base naturelle. En fait, c'est plus ça que notre concept halal en fait.
Parmi ces clientes très différentes, nous rencontrons Amel Naimi. Cette créatrice de mode est également experte beauté pour les plus grandes marques de luxe à l'international. Alors les femmes musulmanes, à mon sens, sont beaucoup plus exigeantes. Elles ont vraiment le souci du raffinement. À partir du moment où vous mangez halal, c'est tout à fait logique d'avoir des produits cosmétiques halal. Mais je pense que ça fait... Vous mettez des produits sur le visage, donc à partir du moment où c'est animal et que ce n'est pas sur un rite islamique, ça risque... C'est pas cohérent. C'est un marché, parce qu'on peut parler de marché, qui n'est pas encore tout à fait exploité. Et c'est ce que je trouve déplorable. Parce que je ne trouve que des bénéfices au maquillage, en tout cas aux produits cosmétiques halal, particulièrement sur l'aspect végétal, le fait qu'il n'y a pas d'animaux qui entrent en ligne de compte, ainsi de suite. Et moi, j'ai été très séduite, en tant que musulmane aussi, mais très séduite aussi par cette idée, le fait que ce soit végétal et qu'il n'y ait pas de source animale dans ces produits. Et les bénéfices sont tout autant spectaculaires qu'une marque habituelle. C'est vraiment une petite niche, et je pense qu'il y a un certain nombre de choses à travailler. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs de designer une collection de cosmétiques et maquillage luxe. Parce qu'il y a vraiment une demande, je pense sincèrement qu'il pourrait y avoir vraiment une demande à ce niveau. Pourquoi le halal n'aurait pas un positionnement haut de gamme? Il y a tout à fait des produits, on part sur le plan alimentaire, très gustatifs, et pour rien au monde je ne changerais, et de très haut de gamme, et cosmétiques, il est tout à fait possible d'avoir des produits cosmétiques halal, mais très haut de gamme, avec un positionnement de gamme très luxe. Donc il n'y a pas... on ne peut pas en fait associer le halal à du bas de gamme ou à du moyenne gamme. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment être ambitieux et le positionner vraiment vers l'excellence. Sûrement, il y a halal de luxe parce que ça entre dans le marché et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent profiter de cette demande de consommation halal et qui devient un signe distinctif, comme je vous le dis. C'est pas comme avant les travailleurs immigrés qui cherchent à être en conformité avec leurs habitudes de manger halal, donc être en conformité avec les normes islamiques, etc. Donc ils cherchent leur droit. Là, on voit qu'il y a vraiment une manière de s'infiltrer, je dirais, dans la fabrique culturelle du pays et comme signe distinctif. Et je pense que depuis très longtemps, on pense à l'islam comme une affaire des gens qui sont marginalisés, qui n'ont pas pu s'intégrer, qui sont en échec scolaire, qui sont dans des banlieues, dans des ghettos. Donc, l'islam comme toujours un sujet à problème. Sûrement, il y a tout ça. Je ne nie pas l'importance de tous ces problèmes sociaux, mais il y a une partie de la population, une partie des musulmans qui aujourd'hui sont en pleine intégration, pleine mobilité sociale ascendante en Europe, qui sont comme le nouveau sang dans le service de secteur, dans la communication, dans la vie universitaire, dans le monde artistique, etc. Et il ne faut pas sous-estimer ça. Donc même ce marché du halal correspond à ces nouvelles classes moyennes qui veulent aussi créer leur mode de consommation musulmane. Nous restons sur celle qu'on appelle la plus belle avenue du monde. Ici, le luxe est aussi dans les assiettes. Ce restaurant chic et cosy propose toutes les spécialités de la grande gastronomie française, à un petit détail près. Ici, pas de carte de vin ni de plats à base de porc. Le Cristal est en effet un restaurant gastronomique bien français, mais version halal. Il est 19h, le service vient de commencer. Nordine et Samira Benjelti, les propriétaires du Cristal, prennent un instant pour nous raconter cette aventure. Il y a 10 ans de ça, quand j'ai lancé la gastronomie française halal en France, tout le monde a ri. Il s'est dit mais c'est n'importe quoi, ils vont rien connaître, etc. et tout. Et c'était un pari osé et puis ça a fonctionné. Avec le fil du temps, on trouve du magret de canard maintenant, du foie gras, des produits nobles. Et je me suis dit pourquoi pas lancer la gastronomie française halal. Parce que je me suis dit on n'est pas bon qu'à manger des pizzas et des kebabs, tout simplement. Le halal est une tradition et un concept.
Donc bien évidemment, quand on la lie au luxe, luxe c'est une image. Donc quand on fait des belles choses, très travaillées et à la française, ça ne change rien au plat. C'est visuellement parlant. Si on met deux plats, si je vous mets deux plats, un plat avec une viande halal et un plat qui est le même plat, mais qui n'est pas halal, je pense que vous ne verrez pas la différence. C'est juste que la culture musulmane peut, elle, y accéder, tout simplement, et en profiter. 20h, c'est déjà le rush en cuisine. En salle, les clients commencent à arriver. Et surprise, ce ne sont pas seulement ceux que l'on croit. Je suis algérien, elle est espagnole. On vient de Russie. C'est la première fois, en fait, c'est la copine de ma fille qui nous a conseillé. Alors notre clientèle, elle est plutôt internationale. Il y a celle, effectivement, qui est de passage et qui souhaite découvrir, effectivement, le restaurant. Celle à qui on recommande le Cristal, parce que du coup, des amis, la famille sont passés par là et recommandent à la famille. Et ils sont donc musulmans, parce qu'ils l'ont connu en tant que restaurant gastronomie française halal. Il y a également, bien sûr, les étrangers qui googlisent, en fait, des restaurants aux alentours. On a une très très bonne clientèle et que maintenant les musulmans ont des sociétés, c'est des cadres, c'est des avocats, c'est plus l'ouvrier qui travaille à l'usine, etc. Et ils ont un savoir-vivre, ils sortent, ils vont au restaurant, etc. Peut-être qu'avant ils mangeaient pas halal, maintenant voilà, ils ont l'opportunité de manger halal. C'est un plus, mais c'est vrai que les comportements et tout, ils ont changé avec le temps. Nordine et Samira ne s'arrêtent pas là. Ils viennent de reprendre la boutique qui leur fait face pour en faire une pâtisserie orientale fine, toujours dans l'esprit haut de gamme. Et travaillent même sur un tout nouveau projet inédit. Après, on a des projets, oui. On cherche des investisseurs. Hein, on va laisser le numéro de téléphone après. On veut développer des boutiques traiteurs au niveau cuisine française et orientale. Tout ça en boutique, magasin boutique. Le marché du halal haut de gamme inspire et certains produits proposés peuvent parfois étonner. Rendez-vous gare de Lyon, où nous rencontrons Rachid Gassem. Cet homme d'affaires nîmois est de passage à Paris pour présenter son nouveau catalogue à ses clients. Sa spécialité, un produit typique du terroir français, le vin. Avec toutefois une particularité, il s'agit de vin halal. Donc je vous ai apporté ce qu'on a, puisqu'on a 5 références. Vous avez pris le rosé pétillant. Le rosé pétillant. Donc on a le classique. Rachid Gassem est en effet l'un des 2 fondateurs de l'entreprise Univers Drink, qui a innové dans le secteur en créant toute une palette de vins et de vins pétillants, 100% sans alcool. Pourtant, le restaurant où il a rendez-vous aujourd'hui n'est pas spécialisé dans le halal. Situé dans un quartier branché de la capitale, le Divinart propose un concept bio sans gluten. Mais l'idée de servir un vin sans alcool, certifié halal, semble séduire Raphaël Guéguin. C'est une vraie alternative pour nous de proposer ces produits-là. Donc ça permet d'avoir le côté festif sans avoir la contrainte du produit alcoolisé. Alors on dit plutôt naturellement sans alcool, puisque c'est le cas. Les bouteilles sont estampillées 0,0% d'alcool. Donc c'est ce qui est important pour nous. On précise également que c'est halal, pour aussi cette clientèle musulmane que l'on peut avoir. Ici, on est ouvert à toutes les cultures, tout type de clientèle, donc on s'adapte naturellement et ce produit-là nous aide justement à répondre à cette clientèle. On a créé un vin halal, parce qu'il n'en existait pas. L'idée, c'était de créer une marque qui pourrait parler aussi bien à une communauté musulmane ou arabe, du Moyen-Orient par exemple, mais également à la population européenne. On s'est rendu compte que même dans les boissons dites sans alcool, la législation française autorise un certain degré d'alcool en fait. Le taux maximum que vous pouvez intégrer dans une boisson sans alcool, c'est 1,2%. Mais en tant que musulman, 1,2%, c'est pas possible, quoi. C'est de l'alcool pour nous. Donc l'idée, c'était de garantir 0,0%, de manière à ce qu'on puisse respecter en fait les traditions religieuses qui font qu'on ne peut pas boire d'alcool. On a une certification qui est reconnue par l'ensemble des pays qui font partie de l'Organisation islamique mondiale. Donc, pour ainsi dire, tous les pays musulmans, arabes, en règle générale, reconnaissent cette certification qui s'appelle donc le JAKIM. Créés en 2009, ces vins halal, plusieurs fois primés,
s'exporte aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dont de nombreux pays arabes. Donc la particularité de nos bouteilles de vin et nos vins, c'est que nous, on a un bouchon qui se dévisse. Voilà. Pourquoi? Parce que comme c'est un produit qui est vendu aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient, au Moyen-Orient, c'est pas naturel d'avoir un tire-bouchon chez soi. On fait un parallèle avec la charcuterie halal, qui a une quinzaine d'années n'existait pas, et c'était le même phénomène. C'est-à-dire au départ, les gens refusaient d'en manger parce que ça ressemblait à du jambon et ainsi de suite. Et puis petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. Et donc nous, on s'est dit, bon, enfin moi personnellement, je me suis dit, je suis français, je suis né en France, mais je suis musulman. Et effectivement, arriver à faire un produit qui est à la base français, comme un vin effervescent, le challenge était assez intéressant d'arriver à quelque chose qui pouvait représenter de l'alcool, mais sans alcool, et en garantissant bien sûr le maximum qu'on puisse retrouver, c'est-à-dire 0,0%. Moi qui fais beaucoup de salons et on exporte de plus en plus, on le voit nous directement. On est passé de 80% marché local à 80% de l'exportation, pratiquement 70% même. Donc, et dans plusieurs pays, et il y a tout à faire. Et c'est un marché mondial. Même au Japon, je reviens du Japon, on a démarré là-bas. Au Japon, le halal, c'est synonyme pour eux de quelque chose de vraiment sain. Vous allez là-bas, il y a des conférences sur le halal. Les entreprises japonaises commencent à intégrer le halal pour leur exportation, pour gagner des nouvelles parts de marché. Il y a, je reviens de Dubaï, on a fait le salon du Golf Food, où Dubaï est en train de créer une zone franche du halal pour créer un hub, pour que tous les produits puissent passer par Dubaï sans taxes, sans frais, dans des zones franches, et qu'ils puissent réexporter un peu partout dans le monde. Donc il y a des pays qui ont une vraie stratégie. Vous avez la Malaisie, vous avez des zones industrielles du halal liées à l'exportation essentiellement, où on facilite. Et en France, nous, on a la plus grande communauté musulmane en Europe. On a vraiment une vraie capacité de tester le marché au niveau local et d'exporter. On a l'image de produits du terroir, de produits français de qualité dans le monde entier, où il suffit simplement de rajouter le fait qu'on ait une vraie certification halal, exportable. Il y a des produits, le foie gras halal, le champagne halal, sans alcool, avec des bulles quand même, qui donnent de la joie. Il y a le jambon halal, c'est encore plus antinomique, parce qu'ils vivent dans un environnement donc qui ont effectivement des habitudes, des traditions, ce qu'on appelle le terroir français par exemple. Et donc un musulman qui est né, qui est jeune ici, il y a aussi l'aspiration de faire partie. Donc c'est une manière de faire comme eux. Et surtout, mais tout en gardant cette petite différence. Dans les yeux des pieux, des théologiens ou des gens plus durs, plus près du dogme, si vous voulez, du texte, c'est un peu trivial et même ridicule. Ça fait, comment dire, ça fait enlever le sens, ça fait vider le sens de l'islam. Mais moi, en tant que sociologue, je trouve ça formidable parce que c'est quand même par les pratiques des gens, par l'interprétation que les choses changent. Effectivement, c'est pas que adhérence au marché, parce qu'il y a aussi une créativité par rapport d'abord aux produits, une interprétation aussi de, parfois on verra peut-être du bio ou même de l'art. Avant on faisait ça avec la tradition, l'oriental, etc. Aujourd'hui on le fait avec l'islam. Mais ces consommateurs français de confession musulmane ne veulent pas seulement s'habiller, manger, boire et consommer en combinant leurs préceptes et leur niveau d'exigence. Certains veulent aussi voyager halal et sont prêts à y mettre le prix. On parle d'un marché mondial du tourisme dit Muslim Friendly dépassant les 90 milliards d'euros. Nous avons rendez-vous à Créteil, dans les bureaux de Sakina Voyage. L'agence, créée en 2011, est la première en France à s'être spécialisée dans le tourisme halal moyen, haut et très haut de gamme. Il faut savoir qu'il y a des hôtels qui sont complètement halal. Alors quand on dit halal, c'est vraiment respectant en fait l'éthique, on va dire muslim friendly. Je ne vais pas dire musulmane parce que c'est une inspiration, mais c'est pas forcément à 100%. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des hôtels qui ont vraiment les piscines hommes-femmes séparées,
avec vraiment des fois des plages non mixtes, ça va jusque là, et ça va jusqu'à un hôtel sans alcool, tout simplement, et des villas privatives. Donc voilà, il y a toute une gamme de produits, et après on va même sur une clientèle un peu conciergerie de luxe. En comparant avec le secteur touristique normal, on est assez compétitif, hein. On est vraiment, et on est ciblé. Ça commence à se développer considérablement. Il y a les Émirats qui proposent des gammes d'hôtels justement sur le même concept que la Turquie. On a les pays du Maghreb qui commencent à développer. On a des pays vraiment Muslim friendly, mais sur d'autres critères, pas forcément sur les piscines en face, c'est pareil, mais la Malaisie, l'Indonésie et même la Thaïlande, Corée, Japon, voilà. Il y a la Chine aussi, il y a énormément de pays qui se développent et qui vont, parce que c'est un marché assez considérable, c'est une niche vraiment qui rapporte par rapport à justement au tourisme classique qui est complètement, qui s'est effondré, qui est un peu stable, on va dire. Voilà, c'est vraiment en plein essor. Aujourd'hui, le potentiel est énorme pour le halal en général. Clairement, on est encore au début de l'économie du halal et tous les chiffres à l'international le montrent. Il y a plus de 70 pays musulmans dans le monde. Il y a 1,7 milliard de musulmans dans le monde. C'est un marché qui grossit, qui est exponentiel et de facto, ce sera aussi le cas en France, et notamment aussi dans le secteur donc, de l'alimentation bien sûr, mais aussi de la mode, où justement les marques s'intéressent à la France, et les grandes marques s'intéressent à la France parce qu'elles sentent qu'il y a un public qui veut des services spécialement dédiés. Moi, je pense que dans l'avenir, oui, le halal sera beaucoup plus propagé, ça va être plus ordinaire, et que même les autres, les non-musulmans, vont commencer aussi à aller dans certains lieux qui sont considérés comme produits halal s'ils trouvent que c'est une meilleure qualité. Les chiffres du marché du halal donnent le tournis. En France, il s'estime à plus de 5,5 milliards d'euros, avec une évolution de 10% par an. Si les 4/5 concernent le circuit des petites épiceries et boucheries musulmanes, reste 1/5 de ce marché dans lequel s'épanouit cette nouvelle niche, qui mise sur un halal haut de gamme et très haut de gamme. Une offre à l'image de cette nouvelle génération de musulmans occidentaux qui ne veulent plus choisir entre leurs préceptes religieux et leur qualité de vie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. En attendant, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.